Tu penses comme une comptable, pas comme une Dubois. La phrase de ma mère qui a tout déclenché. J'ai retiré mon nom de leur prêt de 5 € La suite? Un empire en ruine et le goût de la liberté. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Je m'appelle Solène Dubois. Mon nom, comme le vin que nous produisons, est censé être un gage de qualité, un héritage trempé dans le terroir riche et exigeant de Bordeaux. Le château Dubois et Fils n'est pas juste une entreprise pour nous, c'est une dynastie, un royaume dont les frontières sont délimitées par des rangs de vignes méticuleusement entretenus, s'étendant à perte de vue sous le soleil de la Gironde. J'en suis l'œnologue, la gardienne du goût, et la gestionnaire diplômée d'HC qui, dans l'ombre, s'assure que le royaume ne s'effondre pas sous le poids de sa propre grandeur. Mon père, Gérard, est le patriarche. Un homme taillé dans le chêne de ses propres barriques, pour qui le nom, Dubois, passe avant tout, même avant ses propres enfants. Mon frère aîné, Bastien, est son héritier désigné. Charismatique, beau parleur, il sait vendre notre histoire mieux qu'il ne comprend notre vin. Il est la façade, l'ambassadeur. Moi, je suis la fondation, invisible mais essentielle. Et puis il y a ma mère, Isabelle, la reine consort dont le seul rôle est de maintenir les apparences, d'étouffer les conflits sous des sourires polis et des tables parfaitement dressées. Nos dîners de famille sont des pièces de théâtre où chaque silence est une réplique et chaque regard un sous-entendu. Il y a 2 ans, cette fondation a été mise à l'épreuve. Lors d'un de ces dîners solennels, entre la poire et le fromage, mon père a exposé la situation. Pour moderniser les chais, acquérir une parcelle voisine convoitée, et, je cite, assurer l'avenir du nom Dubois pour le siècle à venir, nous avions besoin d'un prêt. Un prêt colossal de 5 millions d'euros. La banque était frileuse. Le bilan de l'entreprise, enjolivé par Bastien, ne suffisait pas. Ils avaient besoin d'une garantie personnelle, d'un co-emprunteur à la santé financière irréprochable. Tous les regards se sont tournés vers moi. Moi, qui avais toujours vécu modestement, qui avait investi prudemment, dont le dossier de crédit était une page blanche immaculée. C'est pour la famille, Solène, avait dit mon père, son ton ne laissant aucune place au refus. C'est ton nom autant que le nôtre. Bastien avait ajouté avec un sourire charmeur, avec toi sur le papier, c'est dans la poche. Tu es notre porte-bonheur. Je me souviens de la fierté qui m'avait envahi. Ce n'était pas une corvée, c'était une reconnaissance. Pour la première fois, je n'étais pas seulement l'experte technique dans son laboratoire, j'étais un pilier, un sauveur. J'ai signé les documents sans hésiter, mon nom à côté de celui de mon père, croyant cimenter ma place au cœur de notre dynastie. Mais la fissure, bien avant de devenir un gouffre, est apparue de manière presque anodine. C'était il y a 6 mois, lors d'un autre de ces dîners familiaux où la tension se coupe au couteau. J'avais passé la semaine à analyser les comptes et une ligne de dépenses m'avait interpellé. Une facture de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour une mission de conseil en marketing de luxe, à Paris, signée par Bastien. Bastien, commençai-je prudemment en déposant ma serviette, j'ai vu la facture de la société, Prestige Conseil. Peux-tu m'en dire plus? Le montant est considérable. Bastien a levé les yeux de son assiette, un éclair d'agacement dans le regard. Des détails, Solène. On ne construit pas un empire en comptant les centimes. C'est un contact important, il faut savoir investir. Je ne compte pas les centimes, ai-je répliqué, ma voix se faisant plus ferme. Je m'assure que notre investissement de 5 millions d'euros est protégé. C'est une question de bonne gestion. C'est là que mon père est intervenu. Il a posé ses couverts avec un bruit sec. Son regard était glacial. Assez. Sa voix a claqué dans le silence de la salle à manger. Il m'a fixé, non pas comme sa fille, mais comme une employée insubordonnée. Solène, ton problème, c'est que tu penses comme une comptable parisienne. Il est temps que tu commences à penser comme une Dubois. Chaque mot était une gifle. Comptable parisienne. C'était tout ce que j'étais à ses yeux. Une technicienne, une étrangère, incapable de comprendre la grandeur de leur vision. Ce soir-là, j'ai compris. J'ai compris que peu importe mes diplômes,
mes compétences, mes sacrifices, je ne serais jamais une Dubois à leurs yeux. J'étais un outil. Utile, mais remplaçable. La blessure était profonde, mais elle a fait naître en moi une lucidité froide. La fierté a laissé place à la prudence. Ce soir-là, en rentrant dans ma petite maison sur le domaine, j'ai allumé mon ordinateur. J'ai créé un nouveau dossier, crypté, que j'ai nommé « Registre ». J'y ai glissé une copie de mes relevés de compte, des emails importants, le contrat de prêt. J'ai commencé, méthodiquement, à y sauvegarder chaque rapport, chaque facture douteuse qui passait sous mes yeux. Non pas par désir de vengeance, mais par instinct de survie. La guerre n'a pas été déclarée par un cri, mais par le bruit feutré d'une enveloppe Kraft glissant sur le carrelage de mon entrée. 6 mois après l'humiliation du dîner, un jeudi après-midi pluvieux de novembre, le facteur a sonné. C'était un homme que je connaissais depuis des années, qui m'a tendu son terminal électronique avec un regard presque désolé, comme s'il devinait la nature du courrier. Une lettre recommandée avec accusé de réception. L'expéditeur, écrit en lettres capitales et impersonnelles, Gérard Dubois, Château Dubois et fils. Mon cœur s'est mis à battre lourdement dans ma poitrine, un tambour sourd annonçant une mauvaise nouvelle. Les lettres recommandées, dans notre monde, ne sont jamais porteuses de vœux d'anniversaire. Elles sont les messagères des ruptures, des mises en demeure, des actes officiels qui gravent les décisions dans le marbre de la loi. J'ai fermé la porte, l'enveloppe humide et froide dans ma main. Je suis resté un long moment dans le couloir, à la regarder. Chaque seconde d'hésitation était une torture. Mon esprit revoyait les derniers mois, les réunions de direction dont j'étais exclu sous prétexte qu'elles étaient, purement commerciales, les décisions stratégiques sur les assemblages de vin, mon domaine d'expertise, prises sans même me consulter, que j'apprenais par un email laconique de la secrétaire de mon père. La mise à l'écart était devenue si évidente qu'elle était presque une nouvelle forme de normalité. Cette lettre n'était que l'aboutissement logique de ce lent processus d'effacement. Avec des doigts tremblants, j'ai déchiré l'enveloppe. Le papier à l'intérieur était épais, luxueux, le papier à en-tête officiel du château. Le texte, lui, était d'une brutalité glaciale. Dactylographié, sans la moindre formule de politesse, sans même un « chère Solène ». Solène. Par la présente, nous te notifions de la décision de la famille de cesser toute relation, personnelle et professionnelle, avec toi. Cette décision, mûrement réfléchie, est prise dans le but de préserver la sérénité et l'unité nécessaires à la bonne marche du domaine. En conséquence, ta présence n'est plus souhaitée au château. Il t'est formellement interdit de te présenter à la vente aux enchères annuelle qui se tiendra le 15 décembre prochain. Tes effets personnels restants dans ton ancien bureau te seront expédiés sous quinzaine. Gérard Dubois. Je l'ai lu une fois. Puis une deuxième. Chaque mot était un coup de poignard. Cesser toute relation. Interdit de te présenter. La vente aux enchères, l'événement pour lequel j'avais travaillé jour et nuit depuis 3 mois, sélectionnant les lots, préparant les fiches de dégustation, contactant les critiques les plus influents. C'était mon bébé, mon chef-d'œuvre annuel. Et il me l'arrachait, me bannissant de mon propre triomphe. La douleur a été fulgurante, une vague brûlante qui m'a submergé. Mais juste derrière, une autre sensation a pris le dessus. Une clarté étrange, presque surnaturelle. Ce n'était pas une surprise. C'était une confirmation. La confirmation de ce que j'avais compris 6 mois plus tôt, je n'étais pas de la famille. J'étais une ressource. Et il venait de me signifier que mon contrat était terminé. Je ne me suis pas effondrée. Je n'ai pas pleuré. La phrase de mon père, pensée comme une comptable parisienne, résonnait dans ma tête. Très bien. S'ils voulaient une comptable, ils allaient en avoir une. Une qui connaissait ses droits et la valeur de sa signature. Je me suis assise à mon bureau. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert une nouvelle conversation avec mon père. J'ai tapé 2 mots, simples, froids, définitifs. Bien reçu. Envoyé. Puis, j'ai pris le stylo qui était sur mon bureau, j'ai signé l'accusé de réception que le facteur m'avait laissé, et je l'ai glissé dans la boîte aux lettres. L'acte était consommé. La guerre n'était plus froide. Elle était déclarée. Et j'avais eu raison de me préparer. Mon registre secret, sur mon ordinateur,
n'était plus une simple mesure de précaution. C'était devenu mon arsenal. La nuit qui a suivi la réception de la lettre a été blanche. Non pas une nuit d'angoisse, mais une nuit de souvenirs, une longue bobine de film qui se déroulait dans ma tête, éclairant le présent d'une lumière crue. Assise dans le silence de mon salon, une tasse de tisane froide à la main, j'ai laissé les fantômes du passé venir me parler. Je me suis revue à 14 ans, les mains tachées par la terre et le jus de raisin, aidant à l'ébourgeonnage pendant les vacances de Pâques. C'était un travail physique, exigeant. Pendant ce temps, Bastien, de 3 ans mon aîné, apprenait à recevoir. C'est-à-dire qu'il se promenait dans le parc du château avec les enfants de clients importants, vêtus d'un polo immaculé, son rire portant jusqu'à moi dans les vignes. Quand je rentrais le soir, épuisée, ma mère me disait avec un sourire, « C'est bien, ma chérie. Tu apprends la valeur de la terre. » Elle ne disait jamais ce que Bastien apprenait, lui. Je me suis revue à 20 ans, étudiante à HEC, rentrant pour l'été. Au lieu de profiter de mes vacances, je passais mes journées enfermée dans le bureau de la comptabilité, à mettre de l'ordre dans les factures et les paiements que la secrétaire à mi-temps laissait s'accumuler. Bastien, lui, était à Saint-Tropez, en mission de réseautage. Il revenait avec un bronzage parfait et des anecdotes sur des soirées sur des yachts, qu'il présentait comme des opportunités commerciales. Et mon père l'écoutait, fasciné, voyant en lui le reflet de ses propres ambitions mondaines. « Sois patiente, Solène », me murmurait ma mère le soir, en voyant mon visage fatigué. « Ton frère a le sens du commerce, il est fait pour briller. Toi, tu as le sens du devoir, tu es la force tranquille. C'est un équilibre. Votre père construit tout ça pour vous deux. Pour nous deux. » J'y avais cru. J'avais cru à cette fable de l'équilibre, du duo complémentaire. La force tranquille et l'étoile brillante. Mais la vérité, c'est que la force tranquille est celle qu'on exploite jusqu'à l'épuisement, tandis que l'étoile brillante récolte tous les lauriers. Et puis, un autre visage est apparu dans mes pensées. Celui de Jean-Luc. Le maître de chais. Un homme qui faisait partie du domaine avant même ma naissance. Silencieux, le dos voûté par des décennies de travail dans l'humidité des caves, les mains épaisses et calleuses. Jean-Luc ne parlait pas beaucoup, mais ses yeux en disaient long. Il m'avait tout appris. Pas mon père, qui était trop occupé à être le propriétaire. C'est Jean-Luc qui m'avait montré comment goûter le raisin à la vigne pour décider du jour exact de la vendange, qui m'avait appris à écouter le vin murmurer dans les barriques. Je me souviens d'un après-midi, il y a plusieurs années. J'avais réussi un assemblage particulièrement complexe, sauvant une cuvée que mon père jugeait médiocre. J'étais fière de moi. Mon père avait goûté, hoché la tête et dit, « Pas mal. Le terroir s'est bien exprimé cette année. » Pas un mot pour moi. Plus tard, j'avais croisé Jean-Luc dans le chai. Il m'avait regardé, un minuscule sourire au coin des lèvres. Le terroir a un bon interprète, mademoiselle Solène. Un très bon interprète. C'était le plus grand compliment que j'ai jamais reçu. Cette nuit-là, j'ai compris que l'âme du château du Bois et Fils ne résidait pas dans le grand salon où mon père recevait ses invités, ni dans le nom clinquant sur les étiquettes. Elle était dans les mains de Jean-Luc, dans le savoir qu'il m'avait transmis. Et c'est cet héritage-là qu'ils étaient en train de bafouer. Le lendemain matin, le cœur lourd mais l'esprit clair, j'ai appelé Jean-Luc. Sous un prétexte anodin, je lui ai demandé de me retrouver à la lisière du bois, loin des oreilles indiscrètes. Il est arrivé, son éternel béret sur la tête. Il n'a pas posé de questions. Il savait. Ils sont en train de tout gâcher, n'est-ce pas, ai-je dit, ma voix se brisant légèrement. Il a soupiré, un nuage de buée s'échappant dans l'air froid. Le vin n'aime pas le mensonge, mademoiselle Solène. Et il y a beaucoup de mensonges, ces temps-ci. Il a ensuite fouillé dans la grande poche de sa veste de travail et en a sorti un petit carnet noir, usé, au coin corné. C'était à votre grand-père. Il y notait tout. Ses pensées, ses techniques. Il disait toujours, la terre ne ment jamais, seuls les hommes le font. Je crois qu'il est temps qu'il vous revienne. Il me l'a tendu. En prenant ce carnet, j'ai eu l'impression de recevoir le véritable héritage des Dubois. Pas les dettes, pas la façade, mais l'âme. C'était un adoubement. Jean-Luc ne m'avait pas seulement donné un objet, il m'avait transmis le flambeau.
Et je savais maintenant que je ne me battais plus seulement pour moi. Je me battais pour mon grand-père, pour Jean-Luc, et pour la terre elle-même. Le carnet de mon grand-père dans mon sac, je me sentais investi d'une nouvelle mission. Il ne s'agissait plus seulement de me défendre, mais de découvrir la vérité, de comprendre l'ampleur de la trahison. La première étape était simple, accéder aux données financières. J'ai allumé mon ordinateur portable, me suis connecté au réseau du domaine via mon ancien accès VPN et j'ai tenté d'ouvrir le logiciel de comptabilité. Accès refusé. J'ai froncé les sourcils. J'ai réessayé. Même message. Ils avaient été rapides. Mon bannissement n'était pas que physique, il était aussi numérique. Ils m'avaient coupé de tout. La colère a commencé à monter, froide et précise. C'était une chose de me bannir par lettre, c'en était une autre de m'aveugler délibérément. Que cachait-il ? Mon registre secret contenait déjà des dizaines de documents, mais je sentais que la pièce maîtresse me manquait. Il me fallait de l'aide. J'ai pensé immédiatement à Marc-Antoine. Mon meilleur ami d'HC. Un garçon brillant, un peu geek, qui avait choisi la voie la moins glamour mais la plus redoutable, l'expertise comptable spécialisée en jury-comptabilité. En d'autres termes, il était un chasseur de fraude professionnelle. Je l'ai appelé. Marc ? C'est Solène. J'ai besoin de ton aide. C'est compliqué. Nous nous sommes retrouvés dans un café anonyme à Bordeaux. Autour d'un expresso, je lui ai tout raconté. La mise à l'écart, la lettre, le prêt de 5 millions, mes accès bloqués. Je n'ai pas eu besoin de dramatiser, les faits parlaient d'eux-mêmes. Il m'a écouté attentivement, sans m'interrompre, ses yeux s'assombrissant à mesure que je parlais. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un instant, tapotant sur la table avec son stylo. Ils sont soit très stupides, soit très désespérés, a-t-il finalement dit. Probablement les deux. Te couper l'accès est un aveu de culpabilité. Donne-moi 24 heures. Il ne m'a pas expliqué comment il comptait procéder, et je n'ai pas demandé. Je savais qu'il avait des compétences qui dépassaient de loin les miennes. Le lendemain soir, j'ai reçu un email de sa part. L'objet était simple, bingo. En pièce jointe, un fichier IP est protégé par un mot de passe qu'il m'a envoyé par SMS. J'ai ouvert le fichier. C'était une sauvegarde complète du serveur du château, datant de la veille de mon blocage. Marc-Antoine avait réussi à l'extraire. J'ai passé la nuit entière à éplucher les données, guidé par les instructions qu'il m'avait laissées. Et ce que j'ai trouvé dépassait mes pires cauchemars. La société, Prestige Conseil, de Paris, celle pour laquelle Bastien avait dépensé des dizaines de milliers d'euros, n'était qu'une coquille vide. Elle était enregistrée à une adresse de domiciliation et son unique actionnaire était un certain Philippe Mercier. Ce nom m'a glacé. Philippe Mercier était le meilleur ami de Bastien, un fêtard notoire qui avait toujours vécu au-dessus de ses moyens. Ensemble, ils avaient mis en place un système de fausses factures pour siphonner l'argent de l'entreprise. Mais ce n'était pas le pire. En creusant plus loin, Marc-Antoine avait découvert une transaction encore plus sinistre. Une société d'exportation basée à Anvers, en Belgique, achetait régulièrement au Château du Bois et Fils des lots de vin déclassé, celui que nous n'utilisions pas pour nos grands crus, à un prix dérisoire. Le directeur de cette société n'était autre que Philippe Mercier. Et l'analyse des flux financiers a révélé que cette société revendait ensuite ce même vin, après l'avoir réétiqueté sous un nom fantaisiste, sur les marchés asiatiques à des prix exorbitants. L'argent, bien sûr, n'atterrissait jamais sur les comptes du château. C'était une fraude massive. Il ne se contentait pas de mal gérer l'entreprise, il la pillait. Il détruisait la réputation du nom du bois en vendant du vin médiocre sous une fausse identité, tout en s'enrichissant personnellement. Et tout cela, avec l'argent du prêt que j'avais garanti de mon nom, de ma réputation, de mon avenir. La nausée m'a envahi. Ce n'était plus une simple affaire de famille, une histoire de jalousie ou d'injustice. C'était un crime. J'ai sauvegardé toutes les preuves sur plusieurs clés USB. J'ai imprimé les documents les plus accablants, les statuts de la société de Mercier, les factures, les ordres de virement, les emails entre Bastien et lui où ils discutaient sans la moindre gêne de leur marge. Mon registre n'était plus un bouclier. C'était une arme. Une arme de destruction massive.
Et je savais exactement qui allait m'apprendre à m'en servir. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec la seule personne en qui j'avais confiance pour une telle guerre, Maître Valérie Renaud. Le cabinet de Maître Valérie Renaud se trouvait dans le quartier des Chartrons à Bordeaux, le cœur historique du négoce de vin. C'était un choix délibéré. Valérie, une autre de mes amies d'HC, s'était spécialisée en droit des affaires avec une prédilection pour les conflits au sein des grands domaines familiaux. Elle disait que c'était un mélange parfait de droit des sociétés, de droit des successions et de tragédie grecque. Elle était brillante, redoutable, et ne s'encombrait pas de sentiments. Je me suis assise en face de son bureau en verre, sobre et moderne. J'ai posé sur la table le dossier que j'avais préparé, épais de plusieurs centimètres. Sans un mot, je lui ai raconté l'histoire, en commençant par la signature du prêt et en terminant par la découverte de la société Écran Belge. Elle m'a écouté, le visage impassible, ne m'interrompant que pour poser des questions courtes et précises. Le prêt. Vous avez une copie du contrat? Je lui ai tendu. Elle l'a parcouru, ses yeux balayant les pages avec une vitesse et une concentration qui forçaient l'admiration. Puis, elle s'est arrêtée. Un doigt ganté de cuir fin s'est posé sur une clause. Elle a relevé les yeux vers moi, et pour la première fois, j'ai vu une lueur de combat dans son regard. Vous n'êtes pas garante, Solène. Vous êtes co-emprunteuse non solidaire. Voyant mon air interrogateur, elle a expliqué. Être garant, c'est s'engager à payer si l'emprunteur principal fait défaut. C'est un engagement quasi inconditionnel. Mais être co-emprunteur non solidaire, c'est différent. Cela signifie que vous êtes responsable de votre part, mais pas de la totalité de la dette. Surtout, et c'est la clé, cela signifie qu'ils avaient besoin de votre nom et de votre impeccable santé financière pour obtenir le prêt, pour rassurer la banque. Votre nom est la pierre angulaire de leur montage financier. Elle s'est levée et a commencé à faire les 100 pas devant la grande baille vitrée qui donnait sur la Garonne. Et cette pierre angulaire, vous pouvez la retirer. Surtout maintenant. Avec ces preuves de fraude, de gestion déloyale et d'abus de biens sociaux, non seulement vous pouvez vous retirer, mais vous avez le devoir de le faire pour vous protéger. Elle s'est retournée vers moi. Voici le plan. Il est simple, en 3 étapes. Et il doit être exécuté avec la précision d'un chirurgien. Elle a levé un doigt. Premièrement, dès que vous quittez ce bureau, vous allez vous connecter au portail en ligne de la banque. Vos identifiants fonctionnent toujours? J'ai hoché la tête. Ils avaient bloqué la compta, mais pas le portail bancaire, l'oubli typique d'amateurs arrogants. Parfait. Vous allez télécharger la lettre de retrait officielle que je vais vous rédiger à l'instant. C'est un acte unilatéral. Il prend effet immédiatement. Elle a levé un deuxième doigt. Deuxièmement, une fois le retrait effectué, vous allez envoyer un email au directeur de l'agence bancaire, celui avec qui vous aviez négocié le prêt. Vous le connaissez personnellement? Oui, Monsieur Durand. Excellent. Dans cet email, qui restera factuel et professionnel, vous l'informerez de votre retrait, sans entrer dans les détails sordides, vous lui ferez part de vos sérieuses inquiétudes quant à la gestion actuelle des fonds et à de possibles irrégularités, en joignant pour preuve une ou deux des factures les plus flagrantes de la société de Mercier. La banque déteste 2 choses, le risque et le scandale. Ils vont geler les comptes et lancer un audit interne avant même que votre père n'ait eu le temps de boire son café. Elle a souri, un sourire fin et acéré. Et troisièmement, a-t-elle dit en levant un 3e doigt, vous allez éteindre votre téléphone. Ou du moins, vous préparez à un tsunami. Ils ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Ils vont paniquer. Et ils vont faire des erreurs. Nous ne ferons aucune erreur. Elle est retournée à son bureau et a commencé à taper sur son clavier avec une vitesse foudroyante. 10 minutes plus tard, elle m'a tendu une lettre imprimée et un dossier. La lettre est prête. Le reste, c'est ma facture d'honoraires. Considérez-la comme le meilleur investissement de votre vie. Je suis sortie de son bureau en me sentant transformée. La victime effrayée avait laissé la place à un soldat armé d'un plan de bataille infaillible. Je suis rentrée chez moi, le cœur battant non plus de peur, mais d'une adrénaline glaciale. Je me suis assise à mon bureau. J'ai ouvert le portail de la banque. Modifier les co-emprunteurs. J'ai cliqué.
J'ai téléchargé la lettre de Valérie, signée électroniquement. J'ai tapé mon code PIN. Soumettre. Un message est apparu, votre demande a été prise en compte. C'était fait. J'avais retiré la pierre angulaire. Maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre que le mur s'effondre. Le silence qui a suivi a duré exactement 18 heures. 18 heures de calme étrange, tendu, le silence qui précède l'orage. J'avais suivi le plan de Valérie à la lettre. L'email à Monsieur Durand était parti 1 minute après mon retrait du prêt. Puis, j'avais mis mon téléphone en mode « ne pas déranger », n'autorisant que les appels de Valérie et de Marc-Antoine. Le premier grondement est arrivé le lendemain, à 15h32. Une notification de Valérie. Ils ont mordu. L'avocat de votre père vient de m'appeler. Il hurlait. C'est bon signe. Puis, le déluge a commencé. Les notifications d'appels manqués et de messages vocaux s'empilaient sur mon écran verrouillé. Ma mère, d'abord, sa voix tremblante de panique et d'incompréhension. Solène, chérie, rappelle-moi. La banque a bloqué tous les comptes. On ne peut plus rien payer. C'est une erreur, n'est-ce pas? Dis-moi que c'est une erreur. Bastien, ensuite, sa fureur à peine contenue. Putain, Solène, à quoi tu joues? T'es en train de tout foutre en l'air pour une crise d'ego. Rappelle immédiatement et arrange ça, c'est un ordre. Un ordre. Le mot m'a fait sourire. Il n'avait toujours rien compris. Et enfin, mon père. Un seul message vocal, sa voix grave et menaçante, le ton du patriarche dont l'autorité a été défiée. Tu as commis une grave erreur. Tu vas le regretter amèrement. J'ai transféré les messages à Valérie, comme convenu. Sa réponse a été immédiate, parfait. Ils confirment leur panique et leur incapacité à comprendre la situation sur le plan légal. Ils sont en train de se construire un dossier d'amateur. Mais ils n'avaient pas dit leur dernier mot. 2 jours plus tard, un coursier a sonné à ma porte. Il m'a remis une enveloppe épaisse, du cabinet d'avocat le plus cher de Bordeaux. À l'intérieur, une mise en demeure. Un document de 10 pages, rédigé dans un jargon juridique intimidant, m'accusant de rupture abusive de soutien, de sabotage délibéré de l'entreprise familiale et me réclamant la somme astronomique de 2 millions d'euros de dommages et intérêts. Il menaçait de me traîner en justice et de ruiner ma réputation. Mon sang s'est glacé. Malgré les assurances de Valérie, la violence de l'attaque était impressionnante. C'était leur contre-offensive. Ils ne cherchaient plus à me faire revenir, ils cherchaient à me détruire. J'ai immédiatement scanné le document et l'ai envoyé à Valérie. Je l'ai appelée, ma voix un peu moins assurée. Valérie, tu as vu ça? C'est sérieux. J'ai entendu son rire à l'autre bout du fil. Un rire sec, amusé. Sérieux? Solène, c'est magnifique. C'est le document le plus stupide que j'ai lu cette année. C'est un bluff, un coup de poker d'un joueur qui n'a plus que 2 cartes maîtresses. Ils essaient de vous faire peur pour que vous reveniez en rampant. Ne bougez pas. Je m'en occupe. Moins d'1 heure plus tard, j'ai reçu en copie l'email qu'elle avait envoyé à leur avocat. C'était un chef-d'œuvre de rhétorique juridique et de menaces à peine voilées. Maître, commençait-elle poliment, nous accusons bonne réception de votre mise en demeure, qui semble relever davantage de la fiction littéraire que du droit des affaires. Si vous persistez dans cette voie, sachez que nous nous ferons un plaisir de répondre à votre assignation en produisant au tribunal l'intégralité des preuves de fraude, d'abus de biens sociaux et de fausses facturations que nous avons en notre possession. Je pense notamment aux activités de la société écran belge, Global Vintage Trading, et à ses liens avec M. Philippe Mercier. Je suis certaine que le procureur de la République financière serait très intéressé par ce dossier. Nous attendons donc avec impatience de vos nouvelles. Elle avait signé sobrement, bien à vous, Valérie Renaud. La réponse de leur avocat n'est jamais venue. Le silence radio. Valérie avait sorti l'artillerie lourde, et ils avaient compris qu'ils avaient apporté un couteau à une fusillade. Leur contre-attaque venait de s'effondrer. J'ai compris à ce moment-là que j'avais choisi la bonne alliée. La peur avait changé de camp. Après l'échec de leur offensive juridique, la stratégie de ma famille a changé. La menace a laissé place à une tentative de négociation, ou plutôt,
à une convocation. C'est mon père qui a appelé, sur mon téléphone fixe cette fois, comme s'il savait que je filtrais mes appels mobiles. Sa voix était étrangement calme, contrôlée. Solène. Il faut qu'on parle. Face à face. Au château. Demain, 11h. Sois là. Ce n'était pas une invitation, c'était une sommation. J'ai contacté Valérie. J'y vais? Absolument, a-t-elle répondu. C'est la réunion de la dernière chance pour eux. Ils vont essayer de vous manipuler, de vous culpabiliser. N'y allez pas seul. Je viens avec vous. Le lendemain, nous sommes arrivés au château. La grille était ouverte. En remontant l'allée majestueuse, j'ai senti un pincement au cœur. C'était chez moi, et pourtant, je m'y sentais comme une étrangère en territoire ennemi. Nous sommes rentrés dans le grand salon. Ils étaient tous là. Mon père, debout près de la cheminée monumentale, le visage fermé. Bastien, avachi dans un fauteuil, feignant l'indifférence. Et ma mère, assise sur le canapé, le regard fuyant, tordant un mouchoir entre ses mains. L'air était si lourd qu'on aurait pu le mâcher. Mon père n'a pas salué Valérie. Il m'a fixé. Ton petit jeu a assez duré. Tu as fait passer ton message. Maintenant, il faut arrêter cette folie. Ce n'est pas un jeu, père, ai-je répondu, ma voix calme et posée, comme Valérie me l'avait conseillé. C'est la conséquence de vos actes. Bastien s'est redressé d'un bond. Nos actes? C'est toi qui détruis l'œuvre de 3 générations par pur égoïsme. Tu n'as jamais supporté que je sois l'héritier. C'est là que Valérie est intervenue, sa voix tranchante coupant court à la tirade de mon frère. Monsieur Dubois, nous ne sommes pas ici pour discuter des états d'âme de votre famille, mais de faits. Et les faits sont les suivants. Votre entreprise est au bord de la faillite à cause d'une gestion frauduleuse, et ma cliente, Solène Dubois, a été utilisée et trompée. Elle a sorti de son porte-documents une copie du dossier sur la société belge. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Le visage de Bastien est devenu livide. Il a bafouillé. C'est de la gestion commerciale, des montages, tu ne peux pas comprendre. Oh, je pense que le fisc, lui, comprendra très bien, a rétorqué Valérie. C'est alors que l'impensable s'est produit. Ma mère s'est levée. Je m'attendais à ce qu'elle tente de calmer le jeu, de jouer les médiatrices. Au lieu de ça, elle s'est tournée vers moi, le visage déformé par une colère que je ne lui avais jamais vue. Ton frère a raison, a-t-elle crié, sa voix stridente. Tu as toujours été jalouse. Jalouse de son charisme, de la place que ton père lui accordait. Tu es une petite comptable aigrie et tu veux tout détruire parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais. Le monde s'est arrêté. La trahison de mon père et de mon frère était une chose. Je m'y étais préparée. Mais celle de ma mère, c'était un coup de poignard en plein cœur. La femme qui m'avait dit d'être patiente, que mon père construisait pour nous deux, venait de me poignarder dans le dos pour protéger son fils prodigue. C'était la fin. La fin de tout espoir, de toute illusion. Une chape de glace s'est abattue sur mon cœur, éteignant la dernière étincelle de chaleur filiale. J'ai regardé ma mère, sans haine, juste avec un vide infini. Puis j'ai reporté mon attention sur mon père. C'est donc ça, votre dernière offre? Des insultes et des mensonges, ma voix était un murmure glacial. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Il a compris qu'il avait perdu. Très bien, ai-je continué. Puisque nous sommes dans les annonces officielles. J'ai fait un signe de tête à Valérie. Juste pour votre information, a repris l'avocate d'un ton neutre, un signalement anonyme contenant l'intégralité de ce dossier a été déposé hier auprès du parquet national financier. Je vous conseille de garder le peu d'argent qu'il vous reste pour vous payer un très bon avocat pénaliste. Le silence qui a suivi était assourdissant. On aurait pu entendre une grappe de raisin tomber. Le visage de mon père s'est décomposé. Il a vieilli de 10 ans en 10 secondes. Nous avons terminé ici, ai-je dit simplement. Je me suis tournée pour partir. Valérie m'a emboîté le pas. Nous avons traversé le salon, nos talons claquant sur le parquet ancien. Derrière nous, il n'y avait plus que les ruines d'une famille. La confrontation au château aurait dû être le point final.
Mais une bête blessée est toujours la plus dangereuse. Dépourvus de pouvoir légal et financier, ils ont sorti leur dernière arme, la manipulation émotionnelle. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de Jean-Luc. Sa voix était basse, soucieuse. Mademoiselle Solène. Je ne devrais peut-être pas vous dire ça, mais il faut que vous sachiez. J'ai surpris une conversation. Il a hésité. Votre frère, il était au téléphone avec Monsieur Moreau. Moreau. Notre principal concurrent. Un homme d'affaires impitoyable qui rêvait depuis des années de mettre la main sur nos meilleures parcelles. Il essayait de lui vendre, en direct, la parcelle du « clos du grand-père », a continué Jean-Luc, sa voix pleine de dégoût. La plus vieille vigne, le cœur de notre histoire. Pour avoir de l'argent frais, dans son dos à lui. Il n'avait pas besoin de nommer mon père. La nouvelle ne m'a même pas surprise. Elle était juste, triste. Bastien, dans sa panique, était prêt à démembrer le royaume pour sauver sa propre peau. Il trahissait non seulement l'héritage, mais aussi le père qu'il avait tant idolâtré. J'ai remercié Jean-Luc, non pas pour l'information, qui ne changeait rien à ma décision, mais pour sa loyauté. Il était le seul véritable gardien du temple. Puis, l'offensive finale est venue de ma mère. Elle est arrivée à Paris sans prévenir. Un matin, on a sonné à mon interphone. C'est maman. Ouvre-moi, s'il te plaît. Mon premier réflexe a été de refuser. Mais une curiosité morbide m'a poussé à accepter. Je voulais voir jusqu'où elle était prête à aller. Elle est entrée dans mon petit appartement, si différent du luxe ostentatoire du château. Elle avait l'air fatiguée, vieillie. Elle portait du noir. Le grand jeu. Elle a refusé de s'asseoir. Elle est restée debout au milieu de mon salon, les mains jointes comme pour une prière. Solène, je t'en supplie. Il faut que tu arrêtes ça. Arrêter quoi, maman? Le fait que la justice suive son cours? Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Des larmes de crocodile, parfaitement maîtrisées. Tu ne comprends pas. Ton père, il est malade. Son cœur. Le médecin dit que tout ce stress, il ne le supportera pas. Tu veux vraiment avoir la mort de ton père sur la conscience? Le chantage à la maladie. Le grand classique. Je suis restée de marbre. C'est étrange, ai-je répondu d'une voix égale. Son cœur semblait en parfaite santé quand il signait la lettre pour me bannir. Elle a tressailli, mais a continué sur sa lancée. Et Bastien, il a fait des erreurs, oui, c'est un jeune homme impétueux, mais il t'aime. Il a toujours été si fier de toi, de ton intelligence. Il est dévasté. Tu es en train de détruire ton frère. Là, je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un petit rire, sec et sans joie. Bastien est fier de moi? Maman, arrête. Arrête cette comédie. Tu n'es pas ici pour sauver papa ou Bastien. Tu es ici pour te sauver toi. Pour sauver ton statut, ta grande maison, tes déjeuners mondains. C'est tout ce qui t'a jamais importé. Son visage s'est durci. Le masque de la mère éplorée est tombé, révélant la femme froide et calculatrice que j'avais vue au château. Tu es devenue dure et sans cœur. Non, ai-je corrigé. Je suis devenue lucide. Vous m'avez appris, à mes dépens, à ne plus confondre les liens du sang avec les chaînes. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai du travail. Je lui ai ouvert la porte. Elle m'a jeté un dernier regard, un mélange de haine et d'incompréhension. Elle ne comprenait pas que son pouvoir sur moi était mort. Anéantie dans le salon du château, au moment même où elle avait choisi son fils plutôt que sa fille. Elle est partie sans un mot de plus. En refermant la porte, je n'ai ressenti ni tristesse, ni regret. Juste un immense soulagement. J'avais passé le test final. Le dernier tentacule de la manipulation venait d'être tranché. J'étais enfin, et complètement, libre. La chute n'a pas été une explosion spectaculaire, mais un lent et inexorable effondrement, comme un vieux chêne miné de l'intérieur qui finit par s'affaisser sous son propre poids. La première secousse publique est venue d'un article. Pas dans la presse à scandale, mais dans la Revue du vin de France, la Bible du milieu. Le titre était sobre, mais dévastateur, le château du Bois est face à une crise de gouvernance majeure. L'article, très bien informé,
je soupçonnais Valérie d'y avoir glissé quelques informations anonymes, parlait d'un conflit familial profond, d'un retrait de confiance des partenaires bancaires et de sérieux doutes sur la gestion financière. Dans notre monde où tout est basé sur la réputation et la confiance, c'était une condamnation à mort. Les commandes se sont effondrées. Les grands négociants, qui sentent le vent tourner mieux que quiconque, ont commencé à prendre leur distance. Puis, le fisc est entré en scène. Le signalement anonyme avait déclenché un contrôle fiscal approfondi. Les inspecteurs ont épluché les comptes, et bien sûr, ils ont trouvé le pot aux roses. La fraude à la TVA, les fausses factures, les revenus non déclarés de la société belge. L'ardoise était colossale. Un redressement fiscal de plusieurs millions d'euros, assorti de pénalités pour manœuvres frauduleuses. L'audit de la banque, de son côté, avait confirmé les pires craintes de M. Durand. Le prêt de 5 millions d'euros, qui était censé être un investissement, avait en réalité servi à combler des trous, à financer le train de vie princier de Bastien et à enrichir ses amis. La banque a immédiatement prononcé la déchéance du terme, exigeant le remboursement intégral et immédiat du capital restant dû. Une somme qu'ils étaient bien évidemment incapables de payer. Acculés, au bord de la liquidation judiciaire et sous la menace de poursuites pénales, ils n'avaient plus qu'une seule option, vendre. Mais vendre en position de faiblesse, c'est se livrer au vautour. Et le plus grand des vautours, M. Moreau, attendait son heure. Il a fait une offre. Une offre insultante, bien en dessous de la valeur réelle du domaine, mais c'était la seule sur la table. C'était ça, ou tout perdre. J'ai appris la nouvelle par Valérie. Ils ont signé hier, m'a-t-elle dit au téléphone. Moreau rachète tout. Le nom, les vignes, les chais, le château. Le château. Le symbole de leur pouvoir, de leur arrogance. Vendu à leur pire ennemi. Je suis restée silencieuse un instant, digérant l'information. Je ne ressentais pas de joie, pas de triomphe. Juste une sorte de vide, la fin d'une époque. Et eux, ai-je demandé. L'argent de la vente servira à peine à payer la banque et le fisc. Il leur restera de quoi acheter une petite maison en ville, sans plus. Gérard et Isabelle devront apprendre à vivre sans personnel. Quant à Bastien, il a disparu. Apparemment, il a réussi à récupérer un peu d'argent avant la vente et s'est volatilisé. Personne ne sait où il est. L'Empire Dubois et Fils n'existait plus. Le nom qui avait fait la fierté de mon père allait être remplacé par celui de Moreau sur les étiquettes. Sa dynastie s'était éteinte avec lui. Les messages haineux sur mon téléphone avaient cessé depuis longtemps. Ils avaient été remplacés par un silence de mort, le silence de la défaite. La guerre était terminée. Je n'avais pas gagné, j'avais simplement survécu. Et j'avais laissé derrière moi un champ de ruines qui n'était pas de ma création, mais dont j'avais simplement révélé l'existence. Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille d'un vin d'un petit producteur que je conseillais. Un vin honnête, fait avec passion et sans artifice. En le buvant, j'ai pensé à mon père. Il avait passé sa vie à construire une image, une façade. Et pour la préserver, il avait sacrifié l'essentiel, sa propre fille, et l'intégrité de son nom. Quelle ironie tragique. Les mois qui ont suivi l'effondrement du château Dubois et Fils ont été pour moi une période de reconstruction silencieuse. J'avais quitté Bordeaux, cette ville dont chaque rue me rappelait un souvenir, une blessure. J'avais besoin d'air, d'anonymat. Je me suis installée à Paris, dans un appartement lumineux du quartier du Marais, avec une petite terrasse où je pouvais faire pousser mes propres herbes aromatiques. Un luxe simple qui valait pour moi tous les grands parcs des châteaux. J'ai officiellement créé ma société de conseil, Oeno Clarté. Le nom était une promesse. Celle d'apporter de la clarté, de la transparence et de l'honnêteté dans un monde du vin parfois opaque et intimidant. Je n'ai pas cherché à travailler avec les grands noms. Mon cœur et mon expertise allaient aux petits, aux passionnés, à ceux qui, comme moi, avaient une histoire à raconter mais manquaient de moyens ou de confiance pour le faire. J'ai commencé à conseiller une jeune femme en Bourgogne qui avait repris les quelques hectares de son père et voulait passer en biodynamie. J'ai aidé un couple dans la Loire à créer leur marque et à trouver des distributeurs qui respectaient leur travail. C'était un travail gratifiant, authentique. Je n'étais plus la comptable parisienne de mon père, j'étais Solène Dubois, une experte respectée dont les conseils valaient de l'or.
Les réunions ne se tenaient plus dans des salons dorés et froids, mais dans des cuisines de ferme, autour d'une table en bois, ou directement dans les vignes, un verre à la main. L'ambiance n'était plus à la méfiance et aux luttes de pouvoir, mais à la collaboration et à la passion partagée. Je redécouvrais pourquoi j'aimais ce métier. Un jour, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Une enveloppe blanche, sans expéditeur, portant simplement le logo de la banque qui avait financé le prêt du domaine. Mon cœur a eu un soubresaut. Je pensais que ce chapitre était clos. Je l'ai ouverte avec une certaine appréhension. À l'intérieur, une seule feuille de papier. Ce n'était pas une demande, ni une menace. C'était une simple notification officielle. Madame, la présente a pour but de vous confirmer que le prêt commercial numéro XXXX, initialement co-signé par vous-même, a été entièrement soldé suite à la restructuration de la dette de la société Château du Bois et Fils. En conséquence, nous vous confirmons qu'aucune obligation financière ne vous incombe plus au titre de ce prêt. Ce dossier est désormais clos en ce qui vous concerne. Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. J'ai lu la lettre 2 fois. Ni excuses, ni remerciements. Juste un document administratif, froid et impersonnel. Mais pour moi, ce simple papier était un véritable certificat de libération. La preuve écrite, officielle, que la dernière chaîne qui me reliait à mon passé venait d'être brisée. J'ai pris la lettre et je l'ai glissée dans un classeur que j'avais acheté récemment. Sur la tranche, j'avais écrit un seul mot, terminé. J'ai rangé le classeur au fond d'une armoire, derrière mes livres de cuisine. Je n'avais plus besoin de le voir. Je savais qu'il était là, mais il ne faisait plus partie de mon présent. Ce soir-là, je ne me suis pas sentie triomphante. Je me suis sentie en paix. J'avais perdu une famille, un nom, un lieu de naissance. Mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux, moi-même. J'avais réinventé mon propre héritage. Il n'était plus fait de terre et de murs, mais de compétences, d'intégrité et de liberté. Et c'était un héritage que personne ne pourrait jamais me prendre. Le printemps est revenu, et avec lui, une énergie nouvelle. Mon entreprise, Ueno Clarté, prospérait au-delà de mes espérances. Le bouche à oreille fonctionnait bien dans le petit monde des vignerons indépendants. Mon nom n'était plus associé au scandale du Château du Bois, mais à la réussite de mes clients. Un samedi matin, j'ai pris le train pour la Touraine, dans la vallée de la Loire. Je rendais visite à l'un de mes premiers couples de clients, Lise et Thomas. Ils avaient repris une petite exploitation de Chenin Blanc et, grâce à mes conseils sur la vinification et à un nouveau design d'étiquette que nous avions créé ensemble, leur première cuvée, Clarté d'Aube, venait de recevoir une critique élogieuse et une médaille d'or à un concours régional. Ils m'ont accueilli à la gare, leur visage rayonnant de joie. Solène. Sans toi, on n'y serait jamais arrivé, s'est exclamée Lise en me serrant dans ses bras. Nous avons passé la journée dans leurs vignes. Le soleil était doux, l'air sentait la terre humide et les fleurs de vigne. Thomas m'a expliqué avec passion comment il avait adapté ses méthodes de taille, suivant les croquis que je lui avais faits. Lise m'a montré les nouvelles cuves en inox qu'ils avaient pu acheter grâce aux premières ventes. Il n'y avait pas de château, pas de personnel en livrée, juste la passion pure et le travail acharné. À midi, nous nous sommes installés pour déjeuner sur une simple table en bois au milieu des vignes. Lise a sorti un panier rempli de produits locaux, du fromage de chèvre, du pain de campagne, des rillettes maison. Et Thomas a débouché une bouteille de leur Clarté d'Aube. Il m'a servi un verre. La robe du vin était d'un or pâle, brillante. Je l'ai portée à mon nez. Des arômes de coin, de miel d'acacia, une touche de minéralité. C'était complexe, élégant. J'ai pris une gorgée. Le vin était vif, frais, avec une belle tension et une finale longue et saline. C'était un vin magnifique. Un vin honnête. Un vin qui avait une âme. Alors, a demandé Thomas, anxieux. J'ai posé mon verre et je les ai regardés, un vrai sourire illuminant mon visage. C'est le vrai goût du terroir, ai-je dit. C'est pur, c'est droit. C'est tout ce que le vin devrait être. Vous avez fait un travail exceptionnel. Le soulagement et la fierté sur leur visage étaient ma plus belle récompense. En cet instant, assise au soleil,
partageant un repas simple et un vin authentique avec des gens passionnés, je me suis sentie plus riche que je ne l'avais jamais été dans les salons dorés du château du Bois. J'ai sorti de mon sac le petit carnet noir de mon grand-père. Je l'avais toujours avec moi. Je l'ai ouvert à une page où il avait écrit « Le meilleur vin n'est pas le plus cher ou le plus puissant. C'est celui qui raconte une histoire vraie. » J'ai montré la phrase à Lise et Thomas. « C'est ce que vous avez fait, leur ai-je dit. Vous avez mis votre histoire en bouteille. » J'ai compris à ce moment-là que je n'avais pas détruit un héritage. Je m'étais simplement échappé d'une version corrompue de celui-ci. Le véritable héritage de mon grand-père, ce n'était pas les murs d'un château, c'était cette philosophie. Et en aidant des gens comme Lise et Thomas à raconter leur histoire vraie, je perpétuais cet esprit bien plus fidèlement que mon père et mon frère ne l'avaient jamais fait. J'étais devenue, à ma manière, la véritable gardienne de son temple. Ce soir-là, de retour dans mon appartement parisien, l'écho joyeux de ma journée dans la Loire résonnait encore en moi. La fatigue était saine, celle du travail accompli et des liens humains authentiques. J'ai commandé un repas simple et j'ai allumé quelques bougies. En consultant mes emails, une notification a attiré mon attention. L'expéditeur était une adresse que je ne connaissais pas, mais l'objet était simple, des nouvelles du pays. Intrigué, je l'ai ouvert. Le message était court, sans formule de politesse, presque télégraphique. Mademoiselle Solène, c'est Jean-Luc. J'espère que vous allez bien. Ils sont partis hier. La maison a été vidée. Moreau a fait changer les serrures ce matin. Le silence est revenu sur la terre. Elle vous remercie. JL. J'ai fixé l'écran, relisant ces quelques lignes. Le silence est revenu sur la terre. Elle vous remercie. Ces mots simples, venant de cet homme de peu de mots, m'ont touché plus profondément que n'importe quel long discours. C'était une absolution. La terre elle-même, à travers son plus fidèle serviteur, me donnait sa bénédiction. La boucle était bouclée. Je me suis levée et je suis allée à ma petite cave à vin. J'ai pris une bouteille de « Clarté d'aube » que Lise et Thomas m'avaient offerte. Je l'ai débouchée avec soin. Je me suis servi un verre et je me suis approchée de la fenêtre ouverte. Les bruits de Paris montaient jusqu'à moi, une rumeur lointaine et vivante. Je ne savais pas où était mon père, ma mère. Je ne savais pas ce qu'était devenu Bastien. Et pour la première fois, j'ai réalisé que non seulement je m'en fichais, mais que leur sort ne m'intéressait absolument plus. Leur histoire était terminée. Ce n'était plus la mienne. Mon histoire à moi, elle était dans ce verre. J'ai levé mon verre à la ville, à la nuit, à personne en particulier et à moi-même en général. J'ai bu une gorgée. Le vin était exactement comme je m'en souvenais. Il avait une attaque vive, presque mordante, comme la douleur initiale de la trahison. Puis, il s'ouvrait sur une complexité de saveurs, un mélange de fruits et de minéralité, comme les épreuves et les alliances qui avaient jalonné mon parcours. Et enfin, la finale. Une finale longue, pure, incroyablement nette et rafraîchissante. C'était le goût de la liberté. J'ai souri. Mon père m'avait dit de ne plus penser comme une comptable. Il avait raison. J'avais arrêté de compter ce que j'avais perdu. J'avais commencé à savourer ce que j'avais gagné. Et c'était infiniment plus précieux. Ma victoire n'était pas dans leur défaite. Elle était dans ma propre création, dans cette paix retrouvée, dans ce verre de vin qui portait en lui la promesse de tous les lendemains.